Allez, Parce que le truc, c'est que... on est parti. On est parti. On m'a dit qu'il savait validé. Il avait... Donc nous avions parlé hier, je vous ai dit ce qu'était le PRA, Le plan de rappel d'activité. et on s'en servait, enfin, c'était pourquoi? C'est des stratégies pour que les entreprises puissent récupérer leur fonctionnement normal après un incident, ou des pertes de données. C'est ça. Alors, aujourd'hui, on va parler du PCA. Ah oui, alors, j'ai oublié de vous le dire hier, on dit PRA, mais le PRA, c'est en général. C'est-à-dire que ça intègre tout. Imaginez, il y a une panne d'électricité. Bah, si on est un hôpital, voilà, faut pouvoir prévoir quand il y a une panne d'électricité. C'est pas en lien forcément à l'informatique, hein, le PRA. Vous verrez peut-être le PRI. Et là, c'est pour tout le système d'information. Donc vous, en général, c'est plutôt le PRI. I comme informatique. Et bien, aujourd'hui, on va parler du PCA, ou du PCI. C'est le plan de continuité. Donc le R hier du PRA, c'était pour la reprise en cas de défaillance. Il y a eu une interruption, ça reprend. Là, ce qu'on va mettre en place, c'est ce qui va nous permettre de continuer l'activité malgré une panne, malgré une défaillance. L'objectif du PCA ou du PCI, hein, le plan de continuité, c'est dire, il y a un incident, personne ne s'est rendu compte de rien. Ça s'appelle la continuité de service. Je fournis un service informatique, peu importe le service, un site internet par exemple. Il y a une défaillance, le site internet il est toujours opérationnel. On s'est rendu compte de rien du tout. C'est ça l'idée. Alors évidemment, s'il échoue le plan de continuité, il faut faire le plan de reprise. On essaye de faire en sorte de ne pas avoir besoin de reprendre l'activité, parce que si on la reprend, c'est qu'elle était interrompue. Là, les clusters, c'est ce qui va vous permettre de continuer votre activité malgré une défaillance. Alors je vais vous expliquer le principe. Le principe est le suivant, vous avez un serveur. Ce serveur fonctionne très bien et il offre un service. Au hasard, on va faire un truc simple. On va dire que c'est un serveur web. C'est un serveur internet qui héberge www.psg.fr. Au hasard. Site très important. D'accord? Imaginons que par mégarde, un astéroïde frappe ce serveur. Une météorite s'écrase sur Terre, en plein sur le serveur. Bon bah vous avez tout perdu. Le serveur c'est devenu un tas de cendres. Donc on a une interruption de service. Le principe du cluster, ce sera de dire, en cas de astéroïde ou autre dégâts, on va avoir une continuité de service. C'est-à-dire que le service www.psg.fr, le site internet, va basculer sur un autre serveur. C'est ça l'idée. L'idée du cluster, c'est ça. C'est partir de deux serveurs. Un serveur héberge un service. Le premier serveur tombe en panne, est inaccessible, est devenu un tas de cendres, n'a plus d'alimentation électrique, peu importe, hein, peu importe la problématique. Le service hébergé par le premier serveur va basculer sur le deuxième serveur. Ce dont je suis en train de vous parler, ça s'appelle des clusters de basculement. On héberge sur un serveur, on bascule le service sur un autre serveur en cas de défaillance. Et l'intérêt, c'est la continuité de service, parce que vos utilisateurs qui étaient sur leur PC, qui se connectaient au site internet qui était sur le premier serveur, dès que le premier serveur tombe en panne, ils étaient connectés au premier, dès que ça balance, ça bascule sur le deuxième, les clients, automatiquement, ils basculent sur le deuxième.
C'est le principe de fonctionnement du cluster. Dans des clusters à basculement de charge. En anglais, ça s'appelle un fail over cluster. Hey, ah merde, j'ai commencé trop tôt. Ah, Oh non, mais je suivais. Excuse-moi, le. le- Les clusters. Pas de soucis. Hein. Pas de soucis. Bon, s'il n'y a pas de sushi alors. Si le serveur tombe en panne sur PSG, la météorite. Ah, nickel. Il n'y a plus Bah, d'intérêt, il n'y a plus Mbappé de toute façon. C'est comme ça que va gagner la coupe. Tu sais, Voilà. tu sais, dans la vie, tu peux avoir plusieurs femmes, mais tu peux avoir qu'un seul club. C'est ça. Donc même s'il est parti, Kiki, Paris, ça reste pareil. Or que bon, les gonzesses, un peu, on peut les enchaîner, pas un problème. Fail over cluster. C'est donc ça qu'on va monter. Alors, des questions? Non? Ben, très bien. Alors, plus précisément, nous, on va monter le type de cluster que vous allez certainement rencontrer le plus souvent. C'est un failover cluster. Alors, je le mets pour Hyper-V parce que c'est ce que vous avez comme hyperviseur. Et le principe, c'est de faire un basculement, pas d'un service bien identifié, mais d'une machine virtuelle. Alors pourquoi? Parce que c'est le plus simple, en fait. Les clusters de basculement de VM, c'est les plus simples à mettre en œuvre. Parce que les clusters de basculement pour des services précis, il faut que le service soit compatible avec le système de cluster, et tous ne le sont pas. Les bases de données, les serveurs SQL, ils sont capables d'être montés en cluster. Les serveurs de messagerie, on peut le faire. Mais on ne peut pas le faire avec n'importe quoi. Alors que les clusters de basculement de machines virtuelles, vous pouvez le faire avec n'importe quelle machine virtuelle. Donc ça veut dire que vous pouvez offrir de la haute disponibilité sur n'importe quel service. Sur ce que vous voulez. Il suffit que ce soit dans une VM. Autant vous dire que c'est extrêmement pratique. Donc c'est ça qu'on va monter. On va monter un failover cluster Hyper-V. Comment ça va fonctionner? Eh bien, on va avoir besoin de quoi? Eh bien, de deux hyperviseurs. Vu que le principe, c'est de basculer d'un hyperviseur qui héberge une VM. Eh bien, la machine virtuelle, en cas de défaillance d'un hyperviseur, va être basculée vers le deuxième hyperviseur. Donc ça va changer quoi? Ben, ça va changer que la VM, elle est à l'intérieur. L'ordinateur qui va basculer, c'est pas les hyperviseurs, c'est les VM qui est dedans. Donc si je reprends l'exemple de l'astéroïde, la VM01 qui est dans l'hyperviseur 01, c'est elle qui héberge mon service, imaginez mon site internet. L'hyperviseur 01 tombe en panne, astéroïde, panne d'alimentation, encore une fois, peu importe la panne. La VM01, c'est la VM qui va basculer vers l'hyperviseur 02. Et donc le service, ben les clients ils vont se connecter à la VM qui est sur le serveur 02. Et tout est automatisé. Bien sûr. Alors, imagine, il est 3h du matin, tout le monde dort. L'astéroïde frappe le serveur 02, la VM bascule automatiquement sur le deuxième hyperviseur. Tu es dans cette entreprise, tu arrives à 9h du matin, tu vois les pompiers, tout le monde, bah, le site internet il est toujours opérationnel. Ouais. Alors il faut faire attention, bien sûr si les deux hyperviseurs sont l'un à côté de l'autre Oui. et que c'est un astéroïde, C'est compliqué. bon je suis pas sûr que le basculement va fonctionner mais ce ne sera pas très utile. Évidemment ce serait assez judicieux qu'il y ait un peu de distance entre les deux hyperviseurs. Alors je sais qu'il y a quelques années, ça commence à faire longtemps maintenant, ils avaient fait ça, ils avaient mis je sais qu'il y a une entreprise qui avait fait ça. Ils avaient mis leur premier hyperviseur dans une tour à New York, et puis ils avaient mis l'autre hyperviseur dans la tour qui était juste à côté. Et elles ont toutes les deux pété. Et putain, et là ils se sont dit, statistiquement l'assureur il a dit que c'était impossible qu'on perde les deux tours en même temps. C'est lourd. Bah, lourd. Je sais plus, oui peut-être un truc comme ça. Peut-être un truc comme ça. Donc ils ont quand même fait, la première est tombée, ils ont fait ouf,
ça a basculé sur la deuxième, c'est bon, il y a toujours la deuxième tour. Enfin, 20 minutes après, boum, pas de bol. Alors évidemment, ça peut tout à fait être un problème, ce genre de choses, parce que plus vous avez de distance entre les deux hyperviseurs, plus c'est cher. Parce qu'il faut évidemment de la communication entre vos deux hyperviseurs. Souvent de la fibre optique. Donc on n'a pas toujours les moyens d'avoir le deuxième nœud à 20 km. Hein. Ça peut être problématique, mais bon, dans deux bâtiments séparés, normalement ça suffit. Le coût des deux tours, c'est quand même extrêmement rare. Bah dans ce cas-là, le PCA il a foiré, alors on fait le PRA, on fait des restaurations. J'espère que les sauvegardes n'étaient pas au sous-sol des tours. C'est tout ce qu'on peut espérer. D'ailleurs, en général, pour pallier à ce genre de problème, je vous avais dit hier qu'on faisait des 10 to 10 to tape, et les tapes, il y en a qu'on sort du site. C'est-à-dire qu'on fait des sauvegardes sur cassette, et la cassette, il y a le directeur des sauvegardes, il prend des cassettes et il les amène chez lui. Et il les met dans son coffre-fort blindé qu'il a chez lui. Comme ça, là, il faudrait vraiment une pluie d'astéroïdes pour vraiment tout détruire. Donc ça se fait beaucoup. Donc, pour mettre en place notre petit système, on va avoir besoin d'un hyperviseur et on va avoir besoin d'un deuxième hyperviseur. Donc il faudra 2 serveurs hyper. Ça va? Ça va. Il y a des prérequis. Nous, on va monter un cluster Hyper-V, donc on va faire du cluster Microsoft. Donc il va falloir respecter les besoins de notre cluster Hyper-V Microsoft, c'est-à-dire les serveurs Hyper-V doivent être dans le même domaine. Allez, évidemment. Oui, j'ai fait exprès de vous faire supprimer les VM pour que vous soyez obligés de le refaire. Parce que j'ai remarqué qu'hier, il y en avait qui avaient un petit peu de mal à refaire ça. Faut supprimer les VM. Ah, t'as vraiment pas du tout écouté en fait le... Ouais, je me suis connecté au début, mais tu as commencé à parler avec mon prénom à ce moment-là. Ça, t'as parlé mon prénom, non? Comment il t'a balance. Ah ouais. Ah, c'est moche, hein. Ouais. Ça a commencé Ah, au niveau pour des le PCA PRA. Ah, merde. Donc oui, est-ce que tu peux supprimer toutes tes VM s'il te plaît? Bien sûr. Bien sûr. Ça va de soi. Cela va de soi, cela va sans dire. Parfaitement. C'est parfaitement parfait. Hop. Voilà, bien sûr. Je ne vais pas vérifier si le chat fonctionnait. Une catastrophe. Donc, tout ça va se trouver dans un petit triangle, évidemment. Tac. Donc, on va avoir besoin de monter ça. Donc, je vous rappelle le principe. Le principe qui va se passer, c'est j'ai une machine virtuelle hébergée sur mon premier hyperviseur et l'hyperviseur tombe en panne. La machine virtuelle va basculer sur le deuxième hyperviseur. Comment ça fonctionne? C'est instantané, le basculement. Et ben ça bascule automatiquement. Mais la VM0 est déjà sur l'hyperviseur 2. Non. Mais comment Alors ça dépend. Là, attends, parce que là je l'ai basculé. Si. Bon, on part d'ici. Donc avant l'astéroïde. Oui. Avant l'astéroïde, la VM elle est sur l'hyperviseur numéro 2. Oui. Sur l'hyperviseur numéro 1, il n'y a rien du tout. Ok. Et quand l'astéroïde frappe l'hyperviseur numéro 2, Oui. comment elle se transfère à l'autre? Ah bah c'est le principe du cluster. C'est les services du cluster qui va tout transférer sur le deuxième hyperviseur. Il y a déjà un lien entre les deux alors? Oui, alors il y a un lien. Il y a quelque chose qui s'appelle le heartbeat. C'est le battement de cœur. C'est-à-dire que les clusters se surveillent entre eux. Et oui, parce que comment est-ce que le serveur 01 sait que le serveur 2 répond plus? Il n'a pas de globe oculaire, hein. Il ne peut pas voir « Oula, un astéroïde, vite, donne-moi les... » Non, ça marche pas comme ça. On pourrait dire qu'en fait, les deux, ils se pingent tout le temps. Ils se pingent en permanence. Toutes les secondes, ils se pingent. Si l'autre répond, c'est qu'il est vivant. Donc t'es là, toi? Ouais, 02, t'es là? Ouais, bah t'es là, je suis là. Et toi, t'es là, toi? Ouais, je suis là. Et toi, t'es là? Ouais, c'est bon, je suis là. Et toi, t'es là? Ils arrêtent pas. Donc si l'astéroïde arrive, le serveur 01, bah, il détecte qu'il n'y a pas de réponse du deuxième hyperviseur.
Et dans ce cas-là, il fait basculer la VM. Mais du coup, c'est-à-dire qu'il a déjà une copie. Parce que si l'autre Non. est non plus, il ne peut pas la récupérer. Pourquoi il peut pas? Parce que si je sais pas, le serveur 02 par exemple, il est déconnecté, Ouais. il ne peut pas récupérer quelque chose qui a quand même plus accès. Ah. Et donc, c'est un problème parce que si je vous demande la VM01, les fichiers de la VM01 se trouvent où? Dans le serveur. Dans le serveur 1. Dans le domaine, Non, d'après le schéma que je suis en ce moment là. Sur le 02. Sur l'hyperviseur 02. Ah oui, d'accord. Donc effectivement, si l'hyperviseur 02 prend un astéroïde, les fichiers sont détruits. On ne peut pas les récupérer. C'est un autre prérequis des clusters. Il vous faut ce qu'on appelle un stockage partagé. Et il ne vous faut pas n'importe quel stockage partagé. On va devoir mettre en place ce qu'on appelle, roulement de tambour, un SAN. Attention, ne confondez surtout pas les SAN et les NAS. Alors, il y en a qui vont vous dire ça n'a aucun rapport. Si, on parle de la même famille. Alors, c'est quoi un NAS? Oui. C'est un disque dur partagé sur le réseau. C'est un disque dur partagé sur le réseau, effectivement. Un SAN, c'est un stockage partagé sur le réseau. C'est pas du tout la même chose. Ce qui va changer, c'est la façon d'accéder au stockage, la méthode que vous allez utiliser. Je vais vous expliquer. Si vous avez un NAS sur le réseau, imaginons que ceci est un NAS. Tu m'as dit, c'est un disque dur partagé sur le réseau. Question, comment vous accédez à un disque dur partagé sur le réseau ou un NAS depuis un poste? Je veux accéder au partage. Il y a son chemin UNC. Chemin UNC. C'est-à-dire que vous êtes sur un poste, n'importe lequel, vous tapez anti/, l'adresse IP du NAS et vous accédez au partage. Bon. Sur les SAN, c'est pas du tout ça qu'on utilise. Ça partage pas un disque. Ça partage un stockage. C'est-à-dire, le SAN, c'est quelque chose qui va vous permettre de attacher des disques durs sur vos serveurs. Je vous explique. Le serveur Hyper-V 02, je vais prendre celui-là. Ce serveur, il a un disque dur. Jusque-là, tout va bien? Donc il a, je vais l'appeler DD0. Voilà. Il a son disque dur physique, hein, qui est dans la machine. Qui fait, allez, admettons, son disque dur, il fait 1 Tera. Youpi, vous l'avez acheté. Très bien. Ce qu'on va faire dans le SAN, alors, les SAN en général, c'est très gros. C'est vraiment de la très grosse volumétrie. Donc on va dire qu'il fait 100 Tera. C'est un gros SAN. Dans le SAN, vous allez pouvoir créer des petits disques durs. Donc là, mon SAN, il fait 100 Tera. D'accord? Dans les 100 Tera, je vais créer un disque dur. Alors, ça porte un nom, ces disques durs-là. Ça ne s'appelle pas disque dur. Ce que vous allez faire, vous allez créer, ça s'appelle des LUN. Donc c'est LUN. Donc c'est la LUN 01. Et je vais dire que cette LUN, elle fait 2 Tera. Donc dans le SAN, je crée une LUN, une subdivision du SAN, qui ici dans mon exemple fait 2 Tera. Et je vais attacher, je vais connecter cette LUN qui est dans le SAN au serveur Hyper-V 02. C'est-à-dire ce qui va se passer, avant que vous ayez le SAN, le serveur 2, il a un disque dur de 1 Tera. Une fois qu'on l'aura connecté, il va se retrouver avec un deuxième disque dur de 2 Tera. C'est la LUN qui se trouve dans le SAN, va apparaître en tant que disque dur sur le serveur Hyper-V 02. Quand vous allez aller dans le gestionnaire de disques du serveur 2, il y a un disque dur en plus, qui bien évidemment n'est pas physiquement sur le serveur 2. Le stockage, tout est en fait dans le SAN.
C'est pour ça qu'en fait, c'est du stockage partagé. C'est pas un disque partagé. C'est ça. C'est ça le SAN. Le SAN, c'est quelque chose de très gros qui contient des centaines de téras. Et on va subdiviser ces centaines de téras en petits morceaux. Et ces petits morceaux, on les met à disposition des serveurs. Donc les LUN, c'est virtuel. Oui, ça veut dire Logical Unit Number, c'est virtuel. C'est-à-dire, arbitrairement, l'administrateur du SAN a dit « Sur mes 100 téras, je vais en consommer 2 pour une LUN ». Et on aurait pu mettre que 1 téra ou 5 téras, hein. C'est au choix. C'est au choix. C'est d'ailleurs un des avantages du SAN. C'est que tu as acheté 100 téras, tu peux faire autant de morceaux que tu veux. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, des NAS. Tu as acheté un NAS 2 téras, tu as 2 téras. Bon. Pas de subdivision, tu as acheté ton bloc. Tu l'as pas. Vous voyez, cette notion de LUN, ça n'existe que dans les SAN. Mais bon, dans un NAS, tu peux faire des partitionnements, non? Non. Non, tu peux pas. Bah, c'est les LUN, les partitionnements. Ça pourrait être ça, mais normalement, dans les NAS, tu peux pas. D'accord. Donc on peut le faire sur un disque dur, sur une machine Windows. Ah, mais ça, c'est pas pareil. Tu as un système d'exploitation, etc. Mais il n'empêche que ça ne changera rien. Imagine, d'accord. Tu peux tout à fait, dans ton NAS, tu peux faire des partitions. Très bien. Ça ne changera rien au fait que la partition que tu partages sur ton NAS n'apparaît pas en tant que disque dur supplémentaire dans un serveur. L'intérêt de la LUN, c'est ça. C'est que pour le serveur Hyper-V02, il a 2 disques durs. Disque dur d'ailleurs dans lequel il peut créer plusieurs partitions s'il veut. Pour lui, c'est comme si c'était un vrai disque dur. Il aura une lettre, etc. Et c'est dans la théorie censé être une copie du DD01, du coup, le LUN 1, ou c'est rien à voir? Ah non, rien à voir. Rien à voir. Rien à voir. Ok. C'est 2 disques différents. Aucun rapport. Ah oui, il y a des choses qu'on va mettre sur un et l'autre. Par exemple, typiquement la VM01, on va la mettre dans le LUN, alors Oui. que d'autres choses comme des fichiers, on va les mettre dans les DD01, Comme on veut. ce genre de choses. Mais c'est grâce à ça qu'on va pouvoir avoir le fait que la VM01, en fait, le fichier VHDX, on va le mettre dans la LUN 01. Ce qui fait que réellement, les fichiers sont stockés dans le SAN. Et pas sur le disque dur du serveur Hyper-V02. Ce qui fait que lorsque l'astéroïde va frapper le serveur Hyper-V02, l'astéroïde va détruire le serveur, la mémoire vive, le processeur, etc. Mais au niveau du stockage, ça va détruire rien. Vu que le stockage, c'est dans le SAN. Et qu'il est à l'extérieur, il est pas... Il est à l'extérieur, évidemment, il ne faut pas que le SAN il soit à côté du serveur Hyper-V. Si ça brûle, tout brûle en même temps. Bien sûr, bien sûr. Donc entre les deux LUN logiques, en fait, il va y avoir une logique de maître-esclave dans la copie des données. J'ai rien compris de ce que tu viens de dire. Enfin, Dans la logique de... Dans les deux LUN. Il n'y a qu'une seule LUN. Il y a écrit que LUN 01. Il n'y a qu'une LUN. Donc c'est une sorte de redirection. Si tu veux, oui, voilà, tout à fait. C'est exactement comme la redirection de dossier. Ok. Voilà, c'est de la redirection de disque dur, si tu veux. Pour vraiment, ça c'est de l'informatique à la hongroise. Hein. C'est-à-dire qu'on croit que le disque dur il est sur le serveur 2, mais en fait le disque dur il est dans le SAN. Il n'y a rien du tout sur le serveur 2. Les 2 téras que j'ai mis de disponibles sur le serveur 2, il n'y a pas un bit qui est physiquement sur le serveur 2. Ils sont tous dans le SAN. D'accord. Ok. Et le LUN, si je comprends bien, c'est une partie du SAN qui est attribuée Ah, qui tu veux. Là dans mon exemple, je l'ai attribué au serveur Hyper-V02. Voilà. Pour éviter que tout le monde ait accès à toute la donnée du SAN en fait. Non, C'est-à-dire, ça. en gros, le SAN, il y a 100 Tera. Il y a 100 téras, ouais. Quand on connecte, au lieu que tout le monde se connecte à la totalité du SAN, on va se connecter qu'à une partie et c'est ce qu'on appelle les LUN. Oui, c'est ça, c'est ça. L'objectif d'un SAN, c'est jamais de tout mettre le stockage pour un usage. Voilà. L'objectif, c'est vraiment de diviser en plein de petits morceaux. Hein. L'intérêt du SAN, c'est la souplesse. C'est la granularité. C'est pouvoir donner 2 Tera à un Tera à un autre. Ouais, voilà. Enlever les 2 Tera d'ailleurs que j'ai donnés. Hein, on pourrait imaginer le serveur Hyper-V numéro 2, il est obsolète, on le remplace par un autre serveur. Mais les VM, on veut les garder, aucun souci. Les datas, elles sont dans la LUN.
ne sont pas sur le serveur. Donc cette LUN qui était avant utilisée par le serveur Hyper-V2, on peut l'utiliser maintenant pour le serveur Hyper-V3, par exemple, qui est le remplaçant du 2. Tac, tac, tac. Ça se... Ah, c'est hyper pratique, hein, les LUN. Hein. Bon, par contre, les SAN, c'est hyper cher. C'est 6 chiffres. Hein. Ah oui, c'est 6 chiffres. Ah non, 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 non. Déjà, un LUN... Alors, il faut savoir que les SAN, C'est la technologie. ça s'achète vide. Quand vous achetez un SAN, il y a 0 Tera dedans. Il n'y a rien, il n'y a pas un octet. C'est juste l'interface qui permet de faire le lien entre toutes les baies de stockage que vous allez acheter et ben, le reste du réseau, et tous ceux qui en auront besoin. Un SAN vide, c'est 30 000 € déjà. 30, 50 000 €, c'est le prix du SAN. Vide. Et après, tu rajoutes les baies de stockage. La puissance du SAN, c'est que justement, c'est extrêmement facilement extensible. C'est-à-dire que vous avez votre interface et derrière, vous pouvez brancher des baies de disques et puis rajouter d'autres baies de disques et les enlever, les changer, le faire grossir. Ça se fait grossir très facilement, ce qui est d'ailleurs une des très grosses différences entre les SAN et les NAS, c'est qu'un NAS, c'est figé en termes de capacité. Quand vous achetez un NAS, c'est un NAS 2 Tera. Point. Vous achetez un NAS 4 Tera. Point. Il y a des baies où on peut quand même changer Oui, un petit peu. c'est limité en nombre de baies. Voilà. Alors tu achètes un NAS 4 disques. Ah oui, par rapport au- Tu peux mettre 4 disques. Il y en a des gros, hein. Tu as des NAS 32 disques. Hein. Voilà, tu peux mettre du disque, hein, là, c'est sûr. Mais ça reste figé. Alors qu'un SAN, ce n'est fait que pour commander des baies. D'accord, c'est extensible à C'est extensible. Alors, comme tu le sais, rien n'est infini, hein, à part la connerie humaine. Comme disait Albert, hein, il n'y a que 2 choses infinies, hein, la taille de l'univers et la bêtise humaine. Mais Il est pas sûr. pour le premier, il n'est pas sûr. Donc non, je ne pense pas que dans les caractéristiques techniques des SAN, il y ait quand même écrit extensible à l'infini. Non, pardon, dans la- Non, mais voilà, dans l'idée, c'est que tu peux les faire grossir, les changer, etc. C'est ça qui est très puissant. C'est ce qui justifie le prix, hein, bien sûr. Donc c'est pas impossible que dans la vraie vie, vous rencontriez des gros NAS. Vous pourriez trouver un NAS 32 Tera, 60 Tera, parce qu'il y a 32 disques durs dedans. Ah oui, c'est très puissant, c'est sûr. C'est sûr que c'est très puissant. C'est possible. Et c'est pas impossible que vous voyez des choses où on vous dit c'est un SAN NAS. Attends, le mec c'est un SAN NAS, c'est les deux. Non, c'est pas les deux. C'est pas les deux. C'est juste que la notion de LUN, comme je viens de vous expliquer là, les gros NAS le font aussi. C'est-à-dire que vous avez des NAS, et ben dedans, vous pouvez faire des LUN. Le logiciel du NAS intègre le fait d'avoir des LUN dedans. Donc on peut créer une LUN dans un NAS. Donc si on détaille un petit peu, en fait ce sont des NAS avec des fonctions SAN. Mais c'est pas des SAN. Hein, c'est pas le même appareil. C'est pas le même prix. Et il y a beaucoup d'entreprises qui se disent bah, le SAN c'est combien? C'est 100 000 €. Le gros NAS là, il est à combien celui-là? Il est à 20 000. On va peut-être prendre un gros NAS finalement. On va peut-être en prendre 2 même. Mais peut-être 2, ouais, pour le prix on en prend 2 hein, finalement. Et puis on va même en prendre un 3e, il servira de secours au cas où un des 2 tombe en panne. Mais aujourd'hui ça se fait beaucoup. Hein. Comme justement les NAS sont très puissants, ils sont de plus en plus gros. Et comme les NAS dedans aujourd'hui on peut faire des LUN, bah, l'utilité du SAN elle diminue fortement. Donc il faut vraiment avoir beaucoup de besoins de stockage pour avoir des SAN. D'accord? Est-ce que vous voyez le principe? Donc, ce qui me permet de revenir à la question que vous avez posée, comment ça se fait, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, comme j'ai ma LUN qui va héberger... Faut que je fasse ça aussi. Ah, et ben mon serveur Hyper-V01, il a un disque dur normal et il est aussi connecté à la LUN. Oula. Donc c'est grâce à cette magie de la LUN que
Lorsque l'astéroïde va frapper le serveur Hyper-V 02, les données de la VM, le VHDX de la VM, il est en fait dans la LUN. Or, le serveur Hyper-V 01, il peut toujours accéder à la LUN. Donc il va pouvoir charger les fichiers de la VM. Il va pouvoir accéder aux fichiers de la VM. Et donc la VM va, alors on dit basculer, mais c'est pas vraiment ça qui est fait, hein. C'est pas dans ce sens-là que ça passe, vu que Hyper-V 01 c'est un tas de cendres. En fait ça passe par le NAS, par le SAN. Pardon. Et c'est le SAN qui gère ça du coup. Ah, il gère que dalle lui. Non, lui il stocke. Le SAN il sert à stocker les datas. Hein. Ah, donc en fait c'est le serveur Hyper-V V01 qui quand il va plus réussir à pinguer avec le serveur Hyper-V V02 Oui, qui va lire son LUN 01. c'est exactement ça. Et là C'est c'est par contre une copie du LUN 01 de Hyper. Ah non, c'est pas une copie. C'est le LUN 01. Ah oui, c'est le même, oui. Il n'y a rien qui est copié, c'est que de la redirection. C'est que de la redirection. Non, non, c'est exactement le même. C'est le même. Donc ça veut dire qu'ils sont tout le temps en communication, alors le Oui. Hyper-V 01 et 2, et Oui. dès que un au milieu de message, c'est l'autre qui prend. C'est ça. C'est ce qui se passe. En fait, finalement, la VM ne bascule pas. Ce qui se passe, c'est que le serveur Hyper-V 01 prend la main sur la VM. Dans la main, ouais. Il dit maintenant elle est pour moi. Elle va fonctionner sur moi, plus sur l'autre. Parce que Donc lui, c'est il a du ping déjà- continu alors. Oui, oui, oui. Ouais, voilà. Ah bah, le système, enfin l'analogie, ça s'appelle le heartbeat. Je crois que le battement de cœur, c'est permanent. Ouais, voilà. Mm. Ok. Enfin, je crois, hein, je sais pas comment il marche les vôtres, mais je crois que c'est un peu tout le temps C'est cassé. le battement de cœur. Oh, des fois ils sont morts. Ouais, Ah, des fois, ils sont il morts. arrête. Ah, mais il faut basculer alors. Là, quand il s'arrête, faut basculer. Hein. Là, tu trouves là, t'as raison, tu vas basculer. On donne quoi comme nom de domaine? Ah non, mais j'ai pas fini d'expliquer là. Ah, ok. Ah non, mais faites rien. Hein. Ah, faites rien, c'est pas fini. Oh, du calme. Oh, le mec. Ok, donc je vais pas assez vite alors. Non. Bon, on va accélérer un peu alors. Ok. Donc, bien évidemment, bah, on va avoir besoin d'un SAN. Je n'ai pas assez d'argent pour que vous ayez tous un SAN. Donc, on va faire un SAN du pauvre. Ça me dit pas. Donc, le SAN du pauvre, c'est quoi? Le SAN du pauvre, bah, c'est un serveur Windows. En fait, ce qui se passe, c'est que dans les services de Windows, pardon, bah, il y a un service qui va simuler le fonctionnement des LUN. Donc on va créer des LUN virtuels dans un serveur Windows. Alors, je vous préviens tout de suite, au niveau performance, il n'y a pas pire. C'est de la merde absolue. Ça, c'est bien. C'est de la merde absolue. Donc ne vous attendez pas à de la performance de ouf. D'ailleurs que l'astéroïde il a frappé, ça fait 10 minutes, on n'a toujours pas la VM. Oui, oui, c'est un peu normal. Hein, on n'est pas ouf. Ça vaut son prix. Voilà, comme le prix là c'est 0, bon bah c'est 0. Donc ça va pas être terrible. Mais c'est pas grave. Vous allez quand même pouvoir faire votre histoire de LUN et on aura un comportement qui va quand même beaucoup ressembler à ce que vous auriez dans la vraie vie si vous avez un vrai, soit un NAS avec des fonctions SAN, soit un vrai SAN. À savoir, lorsque vous allez créer vos LUN, il va falloir que les serveurs Hyper-V se connectent à la LUN. Pour ça, on utilise une technologie qui s'appelle le SCSI. C'est le I. Donc vous allez voir, quand on va créer ça, on va utiliser ce qu'on appelle une cible ISCSI. Alors, est-ce que SCSI ça vous dit quelque chose? Bah oui, vous l'avez vu plein de fois. Oui. SSI, Oui, allez. c'est le truc des disques durs. Oui, c'est le truc des disques durs. C'est celui que vous utilisez à chaque fois que vous devez ajouter des disques durs sur une VM sans l'éteindre. Vous allez sur le contrôleur SCSI. Voilà, c'est En fait, c'est un contrôleur de disque, le SCSI. Et bien, le ISCSI, c'est un contrôleur de disque réseau qui va marcher à travers le réseau. Ça veut dire qu'en fait, il va falloir que le serveur, enfin les deux serveurs Hyper-V d'ailleurs, puissent communiquer avec le SAN. Et qui communiquent à travers le réseau, tout simplement. Donc ça, c'est très intéressant, parce que la connectivité entre vos hyperviseurs et les LUN,
Bah, c'est juste du réseau normal. Pas besoin d'avoir une connectique propriétaire spécifique, faut juste du réseau. C'est tout. ISCSI. Tu disais que c'était. Le début de la phrase, je l'ai pas lu. Bah, c'est quoi la fin? Je l'ai pas non plus. En fait, j'allais écrire au moment où tu as donné la définition. En fait, tu as parlé du. C'est un contrôleur de disque réseau. Merci. Ah, c'était cette phrase-là. D'accord. Contrôleur De disque réseau. Ok, merci. Donc, comment est-ce que les serveurs se connectent au LUN? Grâce au protocole ISCSI. C'est ça qu'ils utilisent. D'accord? Autre chose importante. Je vous ai dit que entre les deux hyperviseurs, il y allait avoir une notion de heartbeat. C'est le battement de cœur. Donc, ce battement de cœur, c'est un système de surveillance permanente. Les deux serveurs Hyper-V se surveillent tout le temps. Donc, il est très fortement recommandé d'avoir un réseau dédié. Alors, il faut savoir que quand vous montez des clusters, il est tout à fait faisable de n'avoir qu'un seul réseau sur lequel on fait tout passer. C'est une très mauvaise idée. Je vous explique pourquoi. Si le réseau du Heartbeat, pour une raison quelconque, il est saturé, parce qu'il y a beaucoup de trafic, entre les hyperviseurs, le SAN, les VM, peu importe. Donc si le réseau il est saturé, est-ce que le battement de cœur sera interrompu? Oui, il va être interrompu. Et on a dit qu'est-ce qui se passe? Si un serveur Hyper-V détecte que l'autre ne répond pas, il bascule. Donc si vous avez des charges réseau trop importantes, vos VM, elles vont basculer d'un hyperviseur à l'autre, sans raison. Sans raison apparente. Sans astéroïde en fait. S'il n'y a pas de réponse dans l'immédiateté. Voilà, mais peu importe la raison de la non-réponse. Donc c'est pour ça qu'il est fortement conseillé, pour le Heartbeat, d'avoir un réseau dédié. Et un réseau dédié, ça veut dire une carte réseau dédiée. Ça veut dire que pour le Heartbeat, il va falloir une carte réseau exprès pour ça. Donc vos hyperviseurs, ils vont avoir besoin de plusieurs cartes réseau. Déjà pour le Heartbeat, il en faut une. Obligatoire. C'est fortement recommandé d'en avoir aussi une pour le stockage, c'est-à-dire pour l'accès au SAN. Donc je veux que vos hyperviseurs, ils aient une carte réseau pour le Heartbeat, une carte réseau pour l'accès au SAN. Vous allez devoir, je suppose, intégrer vos hyperviseurs dans le domaine. Il va donc falloir une carte réseau pour le domaine aussi. Donc il vous faut une troisième carte réseau. Donc il va falloir 3 cartes réseau. Allez. Ça va être pour le domaine. Pas bon pour les épileptiques. Oh là là. Donc, une carte réseau pour se connecter au domaine, une carte réseau pour le Heartbeat, une carte réseau pour le stockage, et une quatrième carte réseau pour les VM. Parce que l'objectif, c'est quand même que cet ordinateur virtuel qui va basculer entre mes deux hyperviseurs, et lui aussi, il faut qu'il communique avec l'extérieur, il faut qu'il communique avec le réseau normal. Et il faut une carte réseau dédiée pour les VM. Il ne va pas utiliser la carte réseau qui est faite pour le stockage. Il ne va pas utiliser la carte réseau pour le Heartbeat. Alors si on était feignant, on pourrait utiliser celle du domaine, mais c'est pas dit que cette VM, elle utilise le même domaine, qu'elle soit connectée au même domaine Active Directory que les clusters. Hein. C'est peut-être un domaine complètement différent. Hein. Moralité, vos serveurs Hyper-V, vous allez les faire avec 4 cartes réseau. Faites bien attention à bien les identifier.
Donc on va essayer de travailler proprement. D'accord? Le réseau... pardon. Excusez-moi. Voilà. Chacune de vos cartes réseau va être connectée à un V-Switch. Donc vous allez avoir 4 V-Switch. N'est-ce pas? Oh le bordel. Ah ouais mais oh. Je veux dire que si tu veux survivre à un astéroïde... Ah oui non mais oh. On avance un peu dans le cours là, on fait des trucs un peu cossus. Donc on va dire que tout ce qui va concerner le domaine. Puis 0, 1. Donc la carte réseau que vous connectez au domaine, c'est pour V-Switch Priv 01. D'accord? La carte réseau pour les VM, ce sera le V-Switch privé 02. La carte réseau que vous allez utiliser pour le Heartbeat, ce sera V-Switch Priv 03. Et la carte réseau que vous allez utiliser pour le SAN, vous la connectez au V-Switch privé 04. Je répète, c'est complètement illisible tout ça. Voilà, si vous comprenez quelque chose, vous avez de la chance. Voilà. Donc on recommence. Priv 01, allez, je vais même l'écrire. On va dire c'est pour le domaine. Tac. Priv 02, on a dit que c'était pour les VM. Priv 03, on a dit que c'était pour... C'était quoi Priv 03? Non, faux. C'est le HB. HB ça veut dire Ah oui, Heartbeat. Et Priv 04, c'est le SAN. c'est le SAN. Quel enfer. Non, je l'ai pas entendu. Je pas dit arbitre, c'est le... Quand Tu vois qu'il se ressemble vers moi avec un sourire coquin. J'ai rien compris. Moi, j'ai pas compris non plus. Hein. Tu veux que je réponde quoi? C'est quoi le... Je ne vais pas comprendre. Bon, c'est pas grave. Ça parle de rêve inavoué. Ça, là. Allez. N'importe quoi. Voilà. Ok. Donc autre chose. Ces hyperviseurs, évidemment, il va falloir qu'ils hébergent des VM. Donc, au niveau ressources, il va falloir qu'ils soient un peu puissants. Donc 8 Go de RAM, attention, comme cette semaine c'était fixe. Donc chaque hyperviseur, vous lui mettez 8 Go de RAM fixe. Les deux hyperviseurs, 8 Go de RAM fixe. Le contrôleur de domaine, comme d'habitude, rien de spécial. Et le SAN, pareil au niveau ressources, il aura besoin de rien. Enfin, mémoire classique, processeur classique, rien de spécial. Juste le stockage sur le serveur qui va nous servir de SAN. Tac, tac, tac. On va juste mettre un petit des 2 points. Faites juste des 2 points. De la taille habituelle, vous prenez pas la tête avec ça. Besoin de rien de plus. Tac, 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 tac. On va faire ça. Quoi de plus, quoi de plus, quoi de plus. Qu'est-ce que j'ai oublié? Je crois que j'ai rien oublié. Tac. Oui, si. Donc on va essayer de faire les choses proprement pour s'y retrouver. On va dire que notre contrôleur de domaine, ça va être SRV XY01. Que le premier serveur Hyper-V, il va s'appeler SRV XY02. Que le deuxième serveur Hyper-V, ça va être SRV XY03. Que le SAN, ça va être 3, c'est mieux. Ça va être SRV XY
04. Voilà. Pif paf, pastèque. Faut dézoomer un peu. Faut que je dézoome un peu? Ouais, voilà. Voilà. Ça va là? Non mais il y a plein de choses, c'était les explications. Je peux tout enlever. De toute façon, je peux simplifier le schéma, vous avez... ça servait qu'à expliquer. Hein. Tac, tac, voilà, tout ça. Là. Le NAS, je peux l'enlever. On va enlever ça, ça sert à rien, ça sert à rien. Bon, l'explication des LUN, ça c'est bon, vous avez compris. Je peux enlever mes flèches. Ah ouais. Je le remettrai tout à l'heure. Voilà, lui c'est ici, le SAN, le LUN. C'est après. Pour l'instant, je vous mets juste les choses dont vous avez besoin. La LUN, DD, allez hop. Voilà. Allez. Voilà. Bien compris que vous aviez un petit peu peur. Voilà. Hop. Non, alors ça faut que je le laisse. 8 Go de RAM fixe. Les vSwitch privé 1 c'est pour le domaine. Voilà. Privé 1 c'est le domaine. Privé 2 c'est les VM. Privé 3 c'est le heartbeat. Privé 4 c'est le SAN. Tac tac tac. Serveur 01 tac tac tac. Client 01. Bon le client on change un peu. Ça après. Et donc pour répondre à ta question, le nom du domaine, vous mettez ce que vous voulez. Bon, c'est libre. De toute façon, je vais donner des instructions puis vous n'allez pas les respecter. Donc, non, pas tout le monde, tu vois. Ah oui. Non mais tu sais, c'est toujours les bons qui payent pour les mauvais. C'est les rebelles. C'est les rebelles. J'ai bien compris la rébellion. Donc, moi j'abandonne. Bon, c'est les Français, ils font ce qu'ils veulent. De toute façon, ils font ce qu'ils voudront. Le serveur 4 n'est pas dans le domaine du coup. C'est exact, le serveur 4 n'est pas dans le domaine. Parce que c'est impossible qu'il soit dans le domaine, vu que il va être connecté sur le vSwitch privé 4, le SAN. Et le contrôleur de domaine, il est sur quel vSwitch? Le 1. Donc, Il est pas dans le domaine. c'est impossible. Le contrôleur de domaine et le SAN ne peuvent pas se minguer. Ils sont pas connectés au même switch. Donc non, ça c'est impossible. Alors, est-ce que vous comprenez le schéma là? Oui. Trop face. Et le serveur 4 c'est un serveur normal Oui, c'est un serveur normal. On lui met pas de rôle. À moins que tu saches déjà lequel il faut mettre. Non, Et comme on fait les LUN et le SCSI. pas du tout. Très bien. Je dois introduire un nouveau mot de vocabulaire. Ça s'appelle les nœuds. Quand on va monter le cluster, les serveurs que vous avez dans un cluster, ça s'appelle les nœuds de cluster. Pour le moment, je vous ai dit, la machine virtuelle, elle a basculé du premier hyperviseur vers le deuxième hyperviseur. Bon, la vraie phrase, c'est la machine virtuelle, elle a basculé du nœud 1 vers le nœud 2. Donc le mot nœud, vous l'entendez à chaque fois que vous entendez parler des clusters. Dans un cluster, vous avez 2 nœuds, 3 nœuds, 4 nœuds, 5 nœuds, on peut en mettre plein. Ça veut dire serveur, hein. Ça veut dire serveur dans le cluster des nœuds. Hein. Mais je suis obligé de le dire. Les nœuds, c'est des serveurs dans le cluster. Les nœuds, c'est des serveurs dans le cluster, c'est exactement ça. C'est ça. Donc là, dans l'exercice, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un cluster de nœuds. Parce qu'on aura 2 serveurs dans notre cluster. Qui s'appellent comment? Serveur X, SRVXY02 et SRVXY03. Les 2 nœuds qu'on va mettre dans notre cluster, ce sera SRVXY02 et SRVXY03. Tac, 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 tac. Et donc, pour faire les choses le plus proprement possible, et que vous compreniez les choses et que vous essayiez d'éviter de faire des confusions, nous allons mettre des numéros de réseau sur chacun des réseaux qu'on va utiliser. Donc, tout ce qui va être connecté au vSwitch privé 1, on a dit que c'était le domaine. C'est ce que j'ai demandé. Donc, tout ce qui sera dans le domaine sera en 192.168.x.0/24. Je vous laisse... Eh, salut Kamel, ça fait longtemps. Hein. Je vous laisse choisir les adresses IP que vous voulez
Essayez de ne pas faire de conflit d'adresse IP, si c'est possible. Pour les machines virtuelles, elles vont être en 172.16.x.0/24. Donc quand je parle des machines virtuelles, c'est elle, hein. C'est la VM01. C'est la machine qui va être en haute disponibilité. Elle sera en 172.16. Puis, on a un réseau pour le Heartbeat. C'est bien ça? Le Heartbeat, vous allez le mettre en 10.x.0.0/16. Le Heartbeat. Et pour finir, le réseau du SAN. Le réseau du SAN, on va le mettre en 192.168.1x.0/. Est-ce que vous avez des questions sur ce schéma? Est-ce que vous avez des interrogations? Non, ça va? Bon bah c'est parti alors. Si pour les nœuds, Les nœuds, oui. ils sont dans le même réseau que les VM. Non, ils ne seront pas dans le même réseau que les VM. Vu qu'on fait un réseau dédié pour les VM. Comme les VM sont contenus dans les... ce qui m'échappe. Les VM sont contenus dans les nœuds. Elles sont hébergées par les nœuds. Elles Oui. sont hébergées par les nœuds. Oui. Et du coup, les serveurs des nœuds, je vais approfondir. Oh mais sérieux, vous avez 12 ans. Non, mais c'est ça. Voilà. Vous avez 12 ans. Oui, Eh bien, vous avez raison. un peu moins. Vous avez raison. C'est comme ça qu'on vieillit pas. Exactement. La tête de nous. C'est ça. Donc, je t'écoute. Du coup, je ne sais pas quelle adresse IP leur attribuer à ces serveurs. Ah bah eux ils en auront pas dans ce réseau là. C'est pour les VM. C'est le réseau des VM ça. D'accord. Donc il n'y a pas d'adresse IP. Attends, il y aura des adresses IP que sur les VM contenus dans les nœuds. Oui, c'est exactement ça. Donc on laisse des HCP sur ces... Non, les serveurs, ils ont quand même une adresse fixe. oui, c'est bien. On laisse des HCP sur quoi? En fait, il ne sait pas quelle adresse IP donnée au serveur. Sur le... Mais il en donne pas. C'est fait pour les VM. C'est un réseau dédié, c'est une carte réseau qui servira que pour les VM. Donc vu que ça ne sert que pour les VM, ça ne sera utilisé que par les VM. Celles qui sont à l'intérieur. Oui, celles qui seront à l'intérieur des hyperviseurs. Oui. Ils n'ont pas compris. Ils sont pas tous. Je suis pas sûr. Non, je vais le faire. Non, mais je suis comme toi, moi, Je je te comprends dis pas où du je tout. bloque, mais... Oui. Il faut bien qu'ils aient une adresse IP quand même. Qui C'est le serveur Et les serveurs. 02 et Sur- alors. Serveur 01, serveur 02, serveur 030. Oui. Alors, il faut qu'ils aient une adresse IP sur quelle carte réseau? C'est ma question. Laquelle? Celle qui est connectée à quel vSwitch? Au 01, Au 01? Ah oui, bien sûr qu'il faut une adresse IP là, oui. on est d'accord. À 01, oui, on est d'accord. Ah oui, c'est connecté au 01. Oui, non, Domaine. c'est le switch qui est au milieu, moi, qui me perturbe. Ok, c'est bon, j'ai compris. Sûr. Ok, c'est bon. C'est le moment de poser des questions. Hein. Bah oui, c'est pour Au fur et faire. à mesure, tu vas
Oui. Sur le serveur 2 et 3, il y a les 4 cartes réseau. Oui. Sur le 1, il n'y a que la première. Oui. Et sur le 5, il n'y a que la. Alors, C'est le son, non, alors attends, tu me dis, il n'y a que la première, il y a 4... Alors, je vais poser... Non, c'est moi qui vais poser la question. Sur le serveur 1, il y a combien de cartes réseau? Il doit en avoir qu'une. Très bien. Sur le serveur 4, il y a combien de cartes réseau? Il doit en avoir 3. Non. Faux. Bah, elle appartient pas au domaine, il est pas dans le Alors, domaine. je repose la question. Sur le serveur 4, il y a combien de cartes réseau? Les 4 parce qu'elles sont reliées direct. Non. Ah oui, non, oui, non, il n'y a pas. Mais non. Sur le serveur 4, le serveur 4, il va servir à quoi? Ouais, il n'y en a qu'une. Voilà. C'est le SAN. C'est le stockage, oui. Bah, il sert que pour le stockage. Ouais, il n'y en a qu'une. Ouais. Donc lui, il a qu'une carte réseau. Le serveur 2, il a combien de cartes réseau? Combien? Non, non, j'ai dit une bêtise. 4. Le serveur 3, il a combien de cartes réseau? 4. Je peux aller plus loin? Ah, il n'y a que le serveur 2 et 3 qui ont 4 réseaux. Oui, c'est les nœuds cluster. Eux, il faut qu'ils soient connectés partout. eux. Oui, oui, ok, d'accord. Je comprends. Le SAN, il a une carte réseau qui va être connectée au serveur 2 et serveur 3. Non, c'est ça? c'est pas comme ça qu'il faut dire. Et je vais poser la question. Le SAN, il a une carte réseau. Oui. Elle sera connectée à quel vSwitch? Donc le switch 4. Voilà. Le serveur 1, il a combien de cartes réseau? Une seule. Elle sera connectée à quel vSwitch? Serveur au switch privé 1. Voilà, c'est comme ça qu'il faut répondre. D'accord. Il se trouve que effectivement, Et après, les deux autres serveurs, eux, qui ont 4 cartes réseau, ils seront connectés et au vSwitch privé 1 et au vSwitch privé 4. Et ainsi exact. de suite. Et au vSwitch privé 2 et au vSwitch privé 3. Ok, d'accord. Tout à fait. C'est comme ça que ça va marcher. Donc c'est pour ça que je vous dis, attention à bien identifier vos cartes réseau. Il faudra bien faire attention à bien savoir quelle carte est quelle carte. C'est souvent ce qui porte à confuse quand on monte les clusters. C'est pour ça qu'on quand mélange. on nomme, on peut nommer vSwitch privé 01 domaine. Switch privé 4, SAN. par Si exemple. tu veux, voilà, ça peut t'aider à t'y retrouver. C'est ça qu'il faudra bien identifier. Ah oui, de faire le serveur. Donc, quand vous allez monter ça, vérifiez bien, avant toute chose, que tout se ping bien. C'est-à-dire, est-ce que le serveur 1 ping le serveur 2 et le 3 dans l'adressage IP 192.168? Est-ce que le serveur 2 et le serveur 3 se ping dans le heartbeat, donc avec les adresses 10.x? Est-ce que le serveur 2 et 3 ping le SAN en 192.168.1x? Il faut que tout se ping correctement dans les réseaux avant de faire quoi que ce soit. Du coup, est-ce qu'il faut rajouter les routeurs? Non. Non? Mais où ils sont où les routeurs dans mon schéma? Est-ce que tu vois des routeurs? Ouais, non, enfin, Non. il y a des numéros de réseau différents, je me demandais si... Mais c'est fait exprès. Pourquoi le heartbeat il est sur un réseau tout seul? Du moment qu'ils sont connectés au switch, ils vont pouvoir discuter entre eux. Qui? Par exemple, le serveur 01 et le serveur 04. Mais non, jamais ils pourront communiquer entre eux. Mais ils pourront jamais communiquer entre eux. Mais s'il faut qu'ils se pingent entre eux, il faut bien qu'ils... Non. Alors je répète ce que j'ai dit. J'ai pas dit il faut que tous les serveurs se pingent tous entre eux. J'ai dit vérifiez bien que sur chaque réseau, les serveurs se pingent entre eux. C'est-à-dire sur chaque réseau, d'accord. le serveur 1 et le serveur 2, le serveur 1 et le serveur 3. Parce qu'ils sont connectés au vSwitch privé 1, ça c'est pour le réseau du domaine. Oui, ok, c'est bon. Vérifie que le réseau du heartbeat, il se ping bien. Ouais. Ça veut dire qu'il faut que ton serveur 2 et 3 se ping, mais avec les adresses 10.x. Ouais. Tu vois? Parce que 10.x, c'est le réseau du heartbeat. Là, il faut que ça ping. Il faut que les serveurs 2 et 3 pingent le SAN. Mais le serveur 4, mais sur le réseau du serveur 4, c'est-à-dire 188.1x. Ouais, ok. C'est ça qu'il faut vérifier. Ok, Et c'est tu bon. peux aller jusqu'au bout et tenter à ce que le 1 et le 4 se pingent, ça va jamais pinguer. Oui, en effet. Ce qui est plutôt rassurant. Oui. C'est plutôt rassurant. Parce qu'il n'y a pas de raison, oui, non, c'est pour ça, ouais, si tous les ordi devaient se pinguer entre eux, là, ça me... Ah non, 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 non. Justement, l'idée, et c'est ça qu'on retrouve en production, le heartbeat, il est sur un réseau tout seul. Il n'y a que les nœuds cluster sur le heartbeat.
Comme le SAN. Le SAN, il est sur un réseau isolé, parce qu'il n'y a que les node clusters qui doivent y accéder. Oui, il n'y a pas de DHCP. Ah non, rien du tout, rien du tout. Il n'y a pas de client là-dessus, il n'y a rien du tout. Il faut que la bande passante soit 100% dédiée au stockage. D'accord. Ah, parce que ça reste quand même du trafic sur le réseau. Donc si le réseau il est saturé par des clients, du DHCP, des mecs qui téléchargent sur Internet, ah, ça va ralentir un petit peu le stockage. Hein. Ouais. Et là, on va faire, ça fonctionne moins bien. Et du coup, dernière question, le SAN, c'est on installe un Windows Server au-dessus. Oui, D'accord. c'est ça. Très bien. Moi, je crois que j'ai tout. Merci. On va voir, c'est sûrement les questions qui vont venir. Donc attention, hein, vous ne faites que vérifier que tout le monde se ping avant de faire quoi que ce soit. D'accord? Vous n'installez pas Hyper-V sur le nœud 1 et le nœud 2. Hein. Une question, quand on ping et qu'on a 4 cartes réseau sur un ordinateur, comment on peut lui dire quelle carte utiliser pour pinguer, comment pinguer sur... Ah bah il les essaye toutes. Ah bah tu peux pas en choisir une. C'est bon, oui, d'accord. Il passe par toutes. Enfin il passe par toutes celles qui sont possibles. Ah, j'ai pas entendu. De Fort Boyard, il passe par. Passe-partout de Fort Boyard. J'ai une Tous les autocomplétion jours, il y en a dans une. le cerveau, c'est terrible. Elle est traumatisée. J'ai des nœuds dans le cerveau. Ah ouais, j'ai des nœuds au cerveau. Quelqu'un a un peu de glucose. Je crois qu'il fait une crise d'anémie là. J'ai trop picolé hier. Un biscuit? Ah, c'est pas rouge.
C'est pas dans les VM. Ok. Oui. Quand tu parles de carte réseau pour les VM, c'est pas des switch externes pour les VM. La carte réseau pour les VM, oui. De quoi tu parles? Ouais, parce que là, j'ai posé la question. Pour les serveurs Hyper-V. Rassure-moi, t'as pas ajouté Hyper-V sur les deux serveurs, serveur 2 et serveur 3. T'as rien fait? Non, j'ai rien fait. Très bien. On est d'accord. Et alors? Donc c'est quoi ta question? Je comprends pas ce que va faire la deuxième carte. Elle sera utilisée par les VM. Peut-être que je vais comprendre après qu'on mettra. Oui. Patience, mon très jeune apprenti. Ça sera peut-être bien ça. C'est compliqué de patienter, hein? Ouais, mais ça, c'est la fougue de la jeunesse. Toujours plus vite, à fond, allez, on va pas assez vite là. On peut accélérer? Hein?
Vous avez signé pour aujourd'hui? Pas encore. Ah ouais. Alors.
Bon, ça va être l'heure de la pause. Ouais. Allez, pause.